Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Samuel Descordes-Clerc, je vais vous présenter un stage junior sur la technique Bezos Jarich et un peu de l'interaction cœur-cerveau, donc ça diffère un peu des autres stages juniors qu'on a vu juste avant. Pour commencer, on va parler d'un cas clinique pour rentrer le sujet, donc c'est Monsieur X, patient de 47 ans, qui n'a pas d'antécédents médicaux particuliers, hormis une obésité grade 2, un IMC à 34, et surtout des chirurgies du pied à répétition sous rachis anesthésie en 2020, 21, 22 et 24. Avec à chaque fois, après l'arrache-anesthésie, l'apparition d'une bradycardie très sévère inférieure à 40 par minute, une hypotension et un malaise avec perte de connaissance. À chaque fois, c'était après l'induction de l'arrache-anesthésie. Ce patient, à chaque fois, n'a pas eu de complications majeures. Il a été traité soit par de l'atropine ou de l'éphédrine ou plus ou moins aussi de la phényléphrine. Et donc, ce patient il a été présenté en staff en janvier 2024 et en staff a été émis l'hypothèse d'un syndrome, un réflexe de Bezos-Jarich. Les internes à ce moment-là ne savaient pas ce que c'était, donc un staff junior a été requis pour pouvoir explorer un peu le sujet. Donc de quoi est-ce qu'on va parler Là vous avez vu qu'on parle d'un patient qui a une bradycardie et une hypotension, donc peut-être que vous pensez à un peu d'hypertonie vagale. Associé à ça, je vous ai dit qu'il a eu une perte de connaissance, donc peut-être que vous avez l'entité syncope vagale en tête, mais en même temps je vous parle de réflexe de Bezos-Jarich, et c'est le nom du topo. En fait, c'est tous, non pas des choses différentes, mais elles sont un peu intriquées. Le réflexe de Bezos-Jarich dont on va parler, c'est pas une entité nosologique à part entière. En fait, c'est une voie d'accès dans ce qu'on appelle l'hypertonie vagale en général, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, un peu d'histoire juste rapide. Donc, le réflexe de Bezos-Jarich, c'est un réflexe qui a été découvert dans les années 1860 par un monsieur qui s'appelait Von Bezos, qui s'amusait à injecter des alcaloïdes de vératrum à des chats. Après l'injection de ces alcaloïdes, il a vu que les chats ils avaient une perte de connaissance, une bradycardie très sévère, une hypotension, plus ou moins une hypoventilation qui était rapidement réversible. Un peu après ça, dans les années 1930, il y a un autre monsieur, Jarich, qui a fait exactement les mêmes expériences, mais cette fois-ci en injectant des alcaloïdes au niveau coronaire. Il a décrit le réflexe de Bezos-Jarich. Donc il y a eu une description de ce réflexe d'un point de vue chimique. Ensuite, un peu plus tard, dans les années 1940, à Londres, pendant les bombardements allemands, les physiologistes et médecins anglais se sont rendus compte qu'ils avaient plusieurs types de polytraumatisés qui leur arrivaient aux urgences. Il y avait les patients qui étaient plutôt normocardes, normotendus, qui allaient plutôt bien après une hémorragie. Il y avait les patients qui étaient tachycarde hypotendu, patient qui est considéré dans la moyenne parce qu'ils considéraient à l'époque que la tachycardie était normale suite à une hémorragie. Et puis à côté, ils avaient des patients qui étaient hypotendus et bradycardes avec des symptômes un peu vagos, pâleur, malaise, etc. Et ils ne comprenaient pas exactement pourquoi ces patients étaient bradycardes et donc ils ont évoqué l'hypothèse d'un lien avec ce réflexe de Bezos-Jarich qu'on a vu un peu avant. Pour pouvoir expliquer la suite, je fais juste deux petits rappels de physiologie. Donc la pression artérielle, elle est on va dire déterminé par deux entités, le débit cardiaque d'un côté et les résistances vasculaires de l'autre. Dans le débit cardiaque, il y a des déterminants comme le retour veineux, qui va être médié par l'avolamie de notre patient, le système veineux sympathique, sympathique avec le tonus sympathique et le gradient de pression veineuse motrice. On va avoir aussi la fonction cardiaque en elle-même qui va jouer sur le débit cardiaque, donc la fréquence cardiaque, la fonction systolique et diastolique. De l'autre côté, à l'opposé, on a les résistances vasculaires qui, elles, vont être neuromédiées de manière directe. Donc, c'est toutes les innervations sympathiques au niveau de nos artérioles et de nos vaisseaux qui va donner un tonus vasculaire. Et on a aussi l'innervation neurovasculaire indirecte. C'est un peu l'innervation de la surrénale qui, après activation, va libérer dans la circulation de la noradrénaline, l'adrénaline et les catécholamines. Donc, on voit ici que la pression artérielle, il y a un déterminant majeur qui joue dans les deux cas, ça va être le système nerveux autonome. Que ça soit dans les résistances vasculaires systémiques pour notre tonus sympathique, et que ça soit aussi au niveau de notre débit cardiaque pour le tonus sympathique veineux et le retour veineux, mais aussi la fréquence cardiaque, et un petit peu aussi la fonction systolique de notre cœur. Donc ce système nerveux autonome, rapidement, il va être situé, les grands centres au niveau de la moelle épinière. Il y a trois centres schématiquement classiques qui sont décrits. Le centre vasoconstricteur, vasomoteur, duquel vont partir des afférences sympathiques qui vont innerver tous nos vaisseaux et leur donner un tonus vasculaire un peu constant. Ensuite, on a le centre vasodilatateur, qui lui va être un centre qui va inhiber le centre vasoconstricteur au niveau central. Et ensuite, on a un centre cardio-inhibiteur qui lui va recevoir des afférences, notamment d'un nerf qu'on connaît bien qui est le nerf vague, qui lui a des afférences au niveau du cœur et à d'autres endroits du corps. Et donc, généralement, la pression artérielle, en grande partie à la seconde, elle est régulée par le baroréflexe entre guillemets haut. Ce baroréflexe, c'est le sino-carotidien, c'est des récepteurs vagales au niveau de l'aorte et au niveau de la carotide qui vont être excités à la suite d'une augmentation de pression artérielle. Cette augmentation de pression artérielle va augmenter la stimulation vague, et donc cette augmentation de stimulation vague
va activer le système vasodilatateur qui va inhiber le centre vasoconstricteur. Et à l'inverse, une baisse de pression artérielle diminue la stimulation vague et augmente la stimulation sympathique. Ça, c'est plus de 80% du travail. Et puis on a aussi le baro-voloréflexe bas, qui lui fait moins de travail chez l'homme, un peu plus chez certains autres animaux, qui est médié par des récepteurs qui sont au niveau de la veine cave, de l'oreillette et au niveau des veines pulmonaires, qui vont être stimulés par une distension due à une augmentation de retour veineux. C'est par exemple l'arythmie sinusale respiratoire. Chez les jeunes qui font une grande inspiration, on augmente le retour veineux, ça distend les volorécepteurs et ça augmente la fréquence cardiaque. Et puis on a le Basal-Jarich qui est un peu quelque chose, un arc réflexe à part entière qui est un petit peu pathologique. Pour comprendre de quoi on va parler, je vais juste faire un rappel de physiologie sur la syncope vagale simple. Par exemple, là j'ai pris l'exemple d'une syncope vagale tilt-up test, donc c'est les patients qu'on met debout rapidement sur des tables de verticalisation. Ici, d'un point de vue d'un point de vue physiologique, en fait, on va avoir, quand on met les patients debout rapidement, une mesure du volume sanguin régional dans cette étude par impédance-métrie sur la courbe du haut, et donc qui est inversement reliée au volume sanguin régional sur la courbe du bas. On voit que quand on met les patients debout, on a une baisse du volume sanguin au niveau thoracique, avec une augmentation du volume sanguin au niveau splanchnique, pelvien, et au niveau des jambes. Les patients qu'on va mettre sur cette table de tilt-up test après cette modification, ils vont avoir deux phénotypes. Phénotype contrôle, c'est le patient qui ne fait pas de malaise vagal. Il va avoir une pression artérielle qui va rester stable, avec une fréquence cardiaque qui va avoir tendance un petit peu à l'augmentation, un débit cardiaque qui va rester stable avec légèrement une petite baisse et des résistances vasculaires systémiques qui vont augmenter pour maintenir la pression artérielle. Et puis de l'autre côté, on a des patients qui vont faire des syncopes vagales à l'orthostatisme. Ceux-là, ils vont avoir une pression artérielle qui va chuter, avec une fréquence cardiaque qui initialement augmente mais qui chute parallèlement à la pression artérielle, et un débit cardiaque qui, pareil, va baisser parallèlement avec les autres paramètres hémodynamiques, et pareil pour les résistances vasculaires systémiques qui ne vont pas augmenter. Et de l'autre côté, je vous parle de rachianesthésie parce que c'est un peu le cas clinique de départ. Dans le cadre d'une rachianesthésie, la physiologie, on va avoir une variation du volume sanguin central avant et après l'induction de la rachie. Donc là, c'est une étude où ils ont marqué les globules rouges avec des radionucléides, ils ont pris des clichés à la gamma caméra, ils ont estimé le volume sanguin après rachianesthésie chez ces patients. Donc, chez ces patients, on voit qu'après une induction d'une rachianesthésie, on a significativement une augmentation du volume sanguin au niveau des reins, au niveau du mésentère et au niveau des jambes. Et on a même une diminution du volume sanguin ici dans ce qui est estimé être le volume d'éjection, enfin le volume intracardiaque, même si dans cette étude ils disent que le fait de l'utiliser avec la radionucléide c'est pas très significatif. Mais pour ce qui est de la redistribution périphérique, ça marchait assez bien. Donc, nous, classiquement, au bloc opératoire, quand on fait une rachianesthésie et qu'on provoque une hypovolémie, on a le type de patient classique qui va être un peu hypotendu, tachycarde, mais qui ne va pas faire de réflexe vagal. Mais on a aussi parfois des patients qui ont une réaction typiquement paradoxale avec une bradycardie assez profonde. Tout ça, en fait, ça montre que l'hypovolémie, ça va stimuler une réaction vagale, que ce soit à l'orthostatisme ou que ce soit pendant une rachianesthésie. Là, c'est une étude qui a été publiée en 1972, une étude qui a été faite sur des chats sur lesquels on a fait des saignées intempestives avec des électrodes au niveau du nerf vague pour essayer de voir son activité. On peut voir ici qu'on a donc la fréquence cardiaque en bas qui est inversement proportionnelle, c'est-à-dire plus on descend, plus la fréquence cardiaque augmente. On a l'activité du nerf vague qui est représentée ici, et là on a les saignées qui sont représentées par des petits traits noirs et la pression artérielle qui est ici. À chaque saignée, on a une baisse de la pression artérielle avec une légère tachycardie. Et au bout d'un moment, au bout de la troisième saignée, ce qui correspond à plus de 20 à 30% du volume sanguin des chats à ce moment-là, eh bien, on a une bradycardie paradoxale qui est manifestée par la courbe qui remonte ici et une activation du nerf vague qui va être très importante. Chez ces mêmes chats, si on coupe le nerf vague, on ne va pas avoir de réaction paradoxale. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement une chute de la pression artérielle de 30% du flux veineux, mais par contre pas de bradycardie, mais on voit que le nerf vague reste stimulé parce qu'il a été coupé au-dessus de l'électrode qui a enregistré l'activité. Donc ici, on voit qu'on a une stimulation vagale qui est induite par l'hypovolémie. En plus de ça, chez les patients qui ont une stimulation vagale intempestive, on a des variations au niveau du volume du ventricule gauche. Sur cette étude à gauche, c'était des patients à qui on faisait un tilt-up test, donc un peu comme tout à l'heure, qu'on mettait debout. Et on voit qu'il y a un tilt-up test qui était négatif, c'est des patients qui ne faisaient pas de syncope vagale, et puis le tilt-up test qui était positif, c'est des patients qui faisaient une syncope vagale. Dans cette étude, ils ont retrouvé qu'il y avait une diminution du volume télédiastolique du ventricule gauche, qui était significativement plus importante chez les patients qui faisaient une syncope vagale. Parallèlement à ça, d'autres études qui ont étudié la taille du VG, mais cette fois-ci dans les rachianesthésies ou les anesthésies péridurales. Ici, c'était des anesthésies péridurales chez des patients qui étaient en bonne santé. Et on étudiait le diamètre du VG. Donc là, la courbe hachurée en gris, c'est le volume systolique des patients qui ne faisaient pas de syncope vagale.
Pareil ici, mais pour volume télédiastolique. Et on voit que les patients qui ont fait une instabilité hémodynamique dans l'étude, c'est-à-dire qu'on fait une bradycardie, hypotension, malaise vagal, ils avaient des cavités cardiaques qui étaient beaucoup de taille plus faible au moment de leur malaise vagal. Donc on a quelque chose qui peut-être est médié au niveau du ventricule gauche. Donc en fait, le Bézol-Jarich, c'est quoi? C'est une hypovolémie vraie ou relative qui induit une diminution du retour veineux, induisant elle-même une modification de la forme du ventricule gauche, et peut-être à ce moment-là une hypertonie vagale avec bradycardie, hypotension. La dernière étude intéressante qui est parue, c'est une étude de Nature en 2023 qui a essayé de localiser ce réflexe. C'est encore une étude qui n'a pas été faite chez des humains mais chez des rats. Cette fois-ci, ils ont pris au niveau du ganglion des nerfs vagues de rats certaines cellules, ils ont fait des séquençages ADN et ils ont extrait un type de cellule qui était la cellule NPY2R, qui était, d'après d'autres études qu'ils avaient fait avant, une cellule qui était surtout médiatrice de réactions vagales au niveau du cœur. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réinjecté spécifiquement dans ces cellules des marqueurs fluorescents et ils ont disséqué le cœur des rats juste ensuite. En disséquant le cœur des rats, ils se sont rendus compte que les terminaisons de ces cellules NPY2R étaient surtout situées dans le ventricule, et par contre qu'elles n'étaient pas du tout situées au niveau de l'oreillette ou au niveau sino-atrial, là où les autres efférences classiques du nerf vague sont habituellement situées. Donc ils avaient trouvé des cellules qui étaient situées dans le ventricule, là où on a vu qu'il y avait peut-être des modifications intra-VG. Ensuite, ils se sont demandé est-ce que c'est vraiment des cellules qui médient, par exemple, le réflexe de Bézol-Jarich ou des hypertonies vagales. Pour ça, ils sont allés au niveau du cerveau. Ils ont implanté une fibre optique avec un laser et ils sont partis stimuler spécifiquement les cellules NPY2R avec un protocole particulier. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'en stimulant ces cellules-là, eh bien, cliniquement, les souris ou les rats faisaient un malaise, c'est-à-dire une perte de connaissance, et qu'en plus, il y avait un EEG qui était recordé en même temps, avec une suppression de signal qui devenait plat, une puissance de l'EEG qui diminuait drastiquement. Et là, tout ce qui est bleu, ça considère qu'il n'y avait plus du tout en fait, d'ondes rapides au niveau de l'EEG, avec ici en rouge une augmentation par contre de la prévalence des ondes lentes à l'EEG. Vraiment caractéristique d'un EEG plat et d'une perte de connaissance. Et en plus de ça, ces souris, parallèlement, elles faisaient une bradycardie très sévère en fonction de la stimulation lumineuse, elles faisaient une hypotension sévère, elles faisaient même ici une hypoventilation. Donc ils se sont dit qu'ils avaient trouvé potentiellement les neurones qui étaient spécifique du réflexe de Bézol-Jarich. En plus de ça, dans l'étude, ils ont même vu que ces neurones-là, c'était à la fois des mécanorécepteurs et à la fois des chimiorécepteurs en fonction d'une analyse génétique et d'autres analyses histologiques. Donc, pourquoi ça nous intéresse? Parce que l'incidence de la bradycardie aujourd'hui, quand on fait de l'anesthésie périmédulaire en chirurgie, elle varie quand même entre 11,6 à 14%, ce qui n'est pas négligeable, ça fait plus d'un patient sur 10. Et donc, il faudrait quand même un petit peu s'en occuper. En ce qui concerne l'incidence des hypotensions, par exemple en obstétrique, donc, alors la bradycardie, vous allez me dire, on voit bien le lien avec le réflexe vagal, l'hypotension un peu moins. C'est vrai. Par exemple, dans cette étude, on a retrouvé plus de 43% d'hypotension dans des césariennes programmées après induction de rachis-anesthésie et des hypotensions qui étaient soutenues jusqu'à 15% de ces patientes. Donc, je ne dis pas que toutes les hypotensions sont dues à des réactions vagales. Par contre, ce que je dis, c'est que dans ces hypotensions, il y a sûrement une part de réaction vagale qui est souvent cachée et qu'on ne voit pas. Quel est le facteur de risque du coup de ces bradycardies et de ces réflexes vagaux chez nos patients? Dans cette étude de 2003 d'anesthésiologie, ils ont retrouvé quelques facteurs de risque d'une bradycardie modérée, donc à entre 40 et 50 par minute. Ce qu'ils retrouvent surtout, le plus important, c'est en fait le fait d'avoir une fréquence cardiaque de base inférieure à 60 par minute avant d'entrer au bloc opératoire ou en consultation d'anesthésie. Ils retrouvent aussi que le fait d'être un homme, d'être jeune et de faire une chirurgie qui est non urgente sont des facteurs de risque de développer des bradycardies en péropératoire de chirurgie durant laquelle on est sous rachis-anesthésie. Aussi, il y avait le fait d'avoir des bêta-bloquants, ce qui paraît un peu plus logique, et il y avait le fait de ne pas avoir de diabète, potentiellement parce que le fait d'avoir un diabète, ça abîme un petit peu nos réflexes vagaux habituels. Donc, on a vu que ça concernait certains patients, mais pourquoi ça va nous intéresser? Je pense que la plupart du temps, quand on voit des patients avec une bradycardie, on a surtout peur de l'asystolie et de l'arrêt cardiaque. En effet, quand on regarde cette étude d'anesthésiologie 2002, qui est un peu la dernière étude qui regroupe vraiment l'incidence des arrêts cardiaques pendant des anesthésies périmédulaires, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que sur 35 000 anesthésies périmédulaires, ils avaient eu que 9 arrêts cardiaques, ce qui correspond à peu près à 2,5 événements pour 10 000 rachis-anesthésie. Et c'est concordant avec d'autres études qui ont été publiées plus récemment, entre guillemets, en 2010. Et encore une fois, c'était des patients tout venant, et l'arrêt cardiaque ici, on ne sait pas si c'est dû à une hypertonie vagale ou même à une pathologie intracardiaque. Chez la parturiente, c'est aussi intéressant parce qu'on fait de l'anesthésie obstétricale, d'autant plus parce que toute la physiologie est augmentée.
Pourquoi? Parce que chez la parturiente, on le sait, il y a une compression cave qui est due à l'utérus gravide. Cette compression cave, elle diminue le retour veineux. Et cette diminution du retour veineux, on a vu que c'était en partie ce qui médiait ce réflexe. Donc chez la femme enceinte, déjà à qui on va faire une rachianesthésie, diminuer le retour veineux, cette compression ne va faire que majorer l'incidence de ces bradycardies. En plus de ça, on fait un bloc sympathique, bien sûr, pendant notre rachianesthésie, mais chez la femme enceinte, surtout un bloc sympathique très haut. Généralement, on veut un bloc sympathique qui aille au minimum à T6, sachant qu'au niveau de T1 à T4, on a notre plexus sympathique cardiaque qui innerve pour notre fréquence cardiaque, mais aussi notre fonction systolique et diastolique. Donc on a un risque, en faisant des blocs en césarienne ou en obstétrique, de venir toucher ce plexus cardiaque et donc d'aggraver encore plus les bradycardies et le déséquilibre entre le système sympathique et le système parasympathique. C'est intéressant en maternité parce que, bien sûr, il y a sûrement une mortalité néonatale. Je dis sûrement parce que, quand on voit cette étude, ils ont retrouvé que dans les césariennes programmées, le fait d'allonger le temps entre l'induction de la rachianesthésie et l'incision chirurgicale était un facteur de risque d'acidose néonatale. Je n'ai pas trouvé d'études sur des scores Apgar, mais en tout cas, l'acidose, c'est quand même un peu parlant. Plus on attend, plus le facteur de risque augmente. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'une patiente à qui on fait une rachianesthésie et qui fait une hypertonie vagale juste après l'induction, dans le cadre de la césarienne programmée, on va peut-être pas tout de suite se jeter sur commencer la chirurgie, on va essayer peut-être d'optimiser la patiente avant, alors qu'au final, le fait d'attendre, ça augmente l'acidose néonatale. En plus de ça, toujours pareil, on sait que l'hypotension, qu'elle soit sporadique ou qu'elle soit soutenue, est un facteur de risque d'acidose néonatale. Dans le même cas, je ne dis pas que toutes les hypotensions sont dues à des réflexes vagaux, mais une patiente qui fait un réflexe vagal par un Basel-Jarisch ou autre chose va s'exposer à des hypotensions et donc à de la morbidité néonatale. Donc comment est-ce qu'on peut prendre en charge ces patients qui font ces réflexes? Est-ce qu'il faut aller à l'atropine tout de suite? Ça dépend des cas. Pourquoi? Parce que si on prend un peu de la physiopathe qu'on a vu juste avant, on est chez des patients qui ont une diminution d'un retour veineux et qui ont des cavités cardiaques qui sont un peu plus vides que la normale. Si on va sur l'atropine, effectivement, on va corriger un chiffre de fréquence cardiaque qui va nous rassurer, mais est-ce qu'on va vraiment corriger un débit cardiaque et une pression artérielle? C'est moins sûr. On a des patients qui n'ont pas de retour veineux, donc accélérer un patient sans retour veineux, c'est peut-être à risque, théoriquement, de faire un désamorçage de la pompe cardiaque. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on privilégie des médicaments qui soient à la fois bêta, mais aussi surtout alpha, parce que c'est le mécanisme principal de ce réflexe, c'est la diminution du retour veineux. Il faudrait qu'on augmente le retour veineux en même temps que d'accélérer le cœur. Pour ça, on peut utiliser bien sûr la noradrénaline et peut-être pourquoi pas de l'adrénaline à des doses très faibles, par exemple 10 gamma ou un peu moins. Et ensuite, l'autre axe de prise en charge qui est un peu à la mode en ce moment, c'est les cétrons et les anti-5-HT3. Pourquoi? Pour comprendre, on peut revenir sur l'article de Nature qui est sorti en 2023, où dans ce protocole-ci, on avait des rats contrôle qui étaient en gris et des rats qui étaient DTA en rouge. En fait, c'est des rats pour lesquels on avait inactivé les gènes NPY2R qui médient le Basel-Jarisch. Donc là, on avait une injection de phényléphrine, donc on voit qu'on a une bradycardie qui est plutôt liée au baroréflexe à ce moment-là, qui ne diffère pas entre les deux groupes. Ici, c'était un agoniste adrénergique, donc on a une augmentation de la fréquence cardiaque qui ne diffère pas entre les deux groupes. Et ici, on a injecté du PBG, qui est du phénylbiguanine, qui est un agoniste très très important de la sérotonine. Et on voit que les patients contrôle avaient une bradycardie extrêmement sévère, et que par contre, les rats qui n'avaient pas les neurones qui médient le réflexe de Basel-Jarisch avaient une bradycardie certes, mais qui était beaucoup moins importante que les autres rats. En fait, ce qu'on veut dire là, c'est que on sait que les fibres qui méditent Basel-Jarisch sont des fibres qui sont chimiosensibles et mécanosensibles. Le but des cétrons, c'est que c'est des antagonistes de la sérotonine très puissants, qui devraient donc bloquer les récepteurs à la sérotonine de ces afférences et, entre guillemets, baisser le seuil d'excitabilité globale de ces récepteurs intravégés. Et est-ce que ça fonctionne? Eh bien, dans les dernières méta-analyses, notamment celle-ci de la Cochrane en 2020, on voit que dans le cadre des hypotensions per-césarienne, l'injonction d'ondansetron avant une rachianesthésie versus des patients contrôle diminuait le risque d'hypotension avec un OR à 0,67 environ. Parallèlement à ça, pour ce qui est de la bradycardie per-césarienne, pareil, même protocole d'injection avant versus pas d'injection, on voit aussi qu'on a une réduction avec un OR protecteur à 0,49 qui est significatif. Il y a des études qui continuent à sortir et qui sont randomisées, qui ne trouvent pas tout le temps de significativité, mais dans la plupart des cas, on a quand même dans les études une diminution de besoin en vasopresseur chez les patients à qui on met de l'ondansetron avant l'induction de rachianesthésie. Ce qu'on peut faire aussi chez ces patients, et ce qui est important, c'est détecter des risques, effectivement déjà en préopératoire, en fonction des facteurs de risque qu'on a vu plus haut dans les études, et même des antécédents du patient. Un patient qui est connu vagal, il a beaucoup plus de risques
dans sa vie, après avoir fait un malaise vagal, d'en refaire derrière. Et puis après, peut-être en paire opératoire, est-ce qu'on pourrait regarder la variabilité de la fréquence cardiaque? Il y a des études qui sont sorties récemment pour des patients donc, hors anesthésie, c'est pour des syncopes qui sont neuromédiés. En analysant les variations de la fréquence cardiaque, ils ont réussi à prédire des syncopes 4 minutes à l'avance avec des R sous la courbe qui sont environ 85-80% de sensibilité et de spécificité. Pourquoi pas avoir ce genre de choses intégrées dans nos scopes au bloc opératoire ou en SSPI. Voilà, donc, pour des patients qui sont à risque, qui vont passer au bloc opératoire, à qui on va faire une rachianesthésie, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? En prophylaxie, chez ces patients-là, on pourrait peut-être proposer de mettre des cétrons directement pour bloquer les afférences ventriculaires, au vu du rapport bénéfice-risque de cette molécule qui serait plutôt en faveur. En plus de ça, on pourrait mettre d'autres choses en place, comme par exemple des bas de contention, pour essayer de réduire le pooling veineux de ces patients pendant la rachianesthésie. Et puis surtout, très important, je pense, c'est privilégier la rachianesthésie partielle. Si possible, faire des rachianesthésies en selle quand on fait de la chirurgie périnéale, ou quand on fait du membre unilatéral, faire des rachianesthésies unilatérales. Ou alors même faire des rachianesthésies à des patients en décubitus dorsal, puis ensuite les mettre en décubitus latéral, puis ensuite les mettre en décubitus dorsal, le tout pour éviter qu'il y ait un gradient de pression veineuse qui soit trop important et qu'il y ait un pooling veineux. Ensuite, en présymptomatique, chez les patients à risque, pourquoi pas faire comme en césarienne ou en obstétrique, en élevant le retour veineux, sachant qu'on va forcément le réduire au moment où on fait l'arachide. Donc ça passe par de la noradrénaline diluée, même avant l'induction de la rachianesthésie, et un co-remplissage au moment de l'induction de la rachianesthésie pour augmenter le volume contraint, augmenter la pression veineuse motrice de nos patients et diminuer les modifications intraventriculaires dues à la diminution de ce retour veineux. Et chez des patients en symptomatique qui font une hypertonie vagale, si on a un patient à qui on a déjà mis un traitement pré-symptomatique, normalement il est déjà censé avoir un retour veineux qui va être en partie restauré. Donc mettre de l'atropine à ce moment-là n'est pas une mauvaise idée parce que accélérer une fréquence cardiaque sur un patient qui n'est pas hypovolémique, ça peut permettre déjà au niveau symptomatique de faire remonter juste cette fréquence cardiaque. Ensuite, si on n'a pas eu de traitement pré-symptomatique de ces patients et qu'ils arrivent comme ça et qu'ils font une hypertonie vagale, je pense que tout dépend de l'importance de l'hypertonie vagale. Si on a un patient qui part de 90 de fréquence et qu'on voit doucement diminuer, si on a déjà de la bébinoradrénaline qui est préparée et qui est prête à l'emploi, la brancher directement sur le patient, peut-être faire un bolus, des bolus très faibles, 6 gamma, ou alors directement faire une induction de débit continu à dose élevée, et ensuite commencer bien sûr un co-remplissage, plus de l'atropine si besoin. Par contre, dans le cadre où on a un patient qui a une fréquence cardiaque qui est très basse d'emblée, ou alors une absence d'augmentation de fréquence cardiaque après la mise en place des différents traitements, est-ce qu'on ne pourrait pas, chez ces patients, je propose de l'adrénaline avec des doses qui sont très faibles, donc par exemple 10 gamma ou même inférieures à 10 gamma, pour essayer d'avoir à la fois, à la fois les récepteurs alpha qui vont être pris en charge et aussi les récepteurs bêta, et pareil, continuer à augmenter le retour veineux avec des remplissages vasculaires, de la bébinoradrénaline pour augmenter le débit cardiaque. Et puis si on a une asystolie, prendre en charge le patient comme on le ferait d'habitude avec la prise en charge de l'arrêt cardiaque qu'on connaît. Finalement, donc le réflexe de Bézos-Jarich, on peut le voir de plusieurs manières différentes dans notre pratique, que ce soit en LR périmédulaire, mais en fait on peut le voir aussi dans l'hypovolémie sévère d'un patient qui est en choc hémorragique, dans la dialyse avec des transferts de liquide assez importants, au premier lever post-opératoire, et même dans certains cas dans l'infarctus. Ensuite, on voit aussi qu'en fait, l'hypertonie vagale, il n'y a pas que ça. L'hypertonie vagale, on la rencontre aussi quand on fait des baroréflexes à nos patients en faisant des bolus de noradré ou de phényléphrine. On la retrouve aussi en SSPI aux patients qui a très mal en post-opératoire ou qui est très anxieux en pré-opératoire. Donc, l'hypertonie vagale, en fait, et le système nerveux autonome, il est un peu partout dans notre pratique. Je pense que ce qui est important, ça serait de cibler les patients à risque pour qu'on puisse mettre en place des prophylaxies et éviter que ça arrive. Que les cétrons et le retour veineux, c'est un peu le retour veineux avec de la noradrénaline ou des catécholamines, c'est un peu ce qui va médier notre prise en charge en première intention. Et que l'atropine ne doit pas être faite chez tous les patients, notamment s'ils ne sont pas pleins en termes de volémie, et essayer de voir si on n'a pas d'autres molécules qui seraient d'action immédiate comme l'adrénaline, qui à la fois serait alpha effectrice et bêta effectrice, et nous permettrait de ne pas avoir trop de médicaments à faire en même temps qui soient différents.